Bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue pour ce nouvel épisode de Speak Up. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Speak Up, on va parler de jeunesse et d'éducation. Et pour ce faire, on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui les fondateurs de Excellence Soutien Scolaire, donc Bilal et Inès. Bonjour à vous. Bonjour, Bonjour. merci. Merci à vous d'être aujourd'hui avec nous. Alors, déjà, dans un premier temps, c'est quoi Excellence Soutien Scolaire? Parlez-nous-en. Alors, l'Excellence Soutien Scolaire, c'est un centre de soutien scolaire du coup basé sur Montigny pour le moment, qui accueille des collégiens et des lycéens pour du soutien scolaire par groupe de 4 en maths, physique, chimie et anglais. Donc, juste spécialisé sur ces matières pour le moment. Pour le moment, ça va être ça et on a pour objectif d'élargir la gamme de services avec d'autres matières, avec d'autres accompagnements, avec même d'autres sujets qui ne sont pas forcément encore enseignés au sein de l'éducation nationale au collège et au lycée. Je pense par exemple à la programmation informatique qui arrive un petit peu tout doucement, mais nous, ça serait un peu plus soutenu. Mais pour le moment, c'est ça. Maths, physique, chimie, anglais. D'accord, très bien. Et ça fait combien de temps donc vous êtes lancé dans le projet? Ça fait maintenant environ 2 ans qu'on a officiellement lancé le projet. On y réfléchit depuis pas mal de temps. On a commencé après le bac à y réfléchir Après le bac, vraiment. ouais. On En a commencé à 2011. enseigner sérieusement avec des statuts bien encadrés administrativement, etc. Et puis un jour, on s'est posé à McDo, je crois que c'était un McCafé, c'est ça? Ouais. On s'est posé, on a sorti les feuilles, les stylos, et on s'est dit, franchement, les chiffres, ils montrent qu'on peut vraiment réussir dans ce projet, d'un point de vue business. Et puis, surtout, c'est un domaine qui nous passionne. On a toujours aimé enseigner, et puis c'est un métier noble d'enseigner. On C'est peut clair. changer des vies, on peut transformer des gens. Donc, voilà. Donc On vous a avez commencé vraiment tout construit de A à Z. Ouais. de A à Z. Ouais. Ok, très bien. Et donc vous proposez une méthode différente de l'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ou peut-être une méthode similaire d'ailleurs. Ouais. Non, elle est vraiment différente et même elle est différente de tout ce qui existe actuellement dans le domaine du soutien scolaire, je pense. Parce qu'en fait, ce sur quoi on mise beaucoup, c'est la prise de confiance de l'élève, la confiance en soi. Et donc, c'est là qu'on arrive en fait à avoir des résultats qui sont impressionnants avec certains élèves, d'autres qui sont également évolutifs, qui prennent un peu plus de temps. Mais en fait, la prise de confiance, on a remarqué que c'était surtout en maths en fait. Surtout en maths, on a remarqué que c'était le point clé. C'était ça, c'était sur ça qu'on devait jouer. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne s'est pas lancé tout de suite. En 2011, on venait d'avoir notre bac. On se lançait dans le soutien scolaire, mais à domicile, un peu comme tout le monde fait. Et on en discutait souvent entre nous. On se disait, ouais, t'as vu ça, cette technique-là, elle marche. Ça a l'air de fonctionner avec lui, mais avec ce type de profil-là d'élève, ça ne marche pas. Et puis, on a construit une méthode. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte de ce qui fonctionnait, de ce qui ne fonctionnait pas. Et c'est que 6-7 ans après qu'on s'est dit, allez, on y va, on ouvre un centre. Et la méthode, on l'a vu, la méthode d'enseignement, on l'a enseignée, on l'a retransmise à notre équipe de profs et on a vu les résultats qu'elle donnait. Et c'était, tous nos élèves ont vu des. C'est même pas que sur les notes, hein, c'est vraiment un esprit, un état d'esprit qui fait qu'ils sont plus motivés, ils sont volontaires, ils sont motivés, ils deviennent, moi ce que je dis, ils deviennent acteurs de leur scolarité. Ils sont plus spectateurs. D'accord. Assis toute la journée à attendre qu'on leur apporte l'enseignement, ils sont vraiment acteurs, ils sont volontaires. C'est ça qu'on essaye de faire en fait. Donc vous avez en fait une formation un peu aussi basée donc, sur le développement personnel de C'est l'élève. ça, c'est ça. Et est-ce que vous avez suivi une formation en pédagogie ou est-ce que vous avez appris sur le tas petit à petit justement? Alors, on n'a pas fait vraiment de formation à proprement parler. Par contre, c'est vrai que moi, de mon côté, je me suis beaucoup documentée sur tout ce qui est pédagogie, Montessori, l'éducation et la parentalité positive. Franchement, même pour nos enfants, en fait, pour le côté personnel. Mais je le mets beaucoup en application avec l'excellent soutien scolaire. Je l'inclus beaucoup dans notre méthode, avec notamment le fait d'être toujours revalorisant avec les élèves. Même le petit succès, vraiment le tout petit truc qu'ils ont réussi, qui peut paraître anodin, on va leur valoriser, on va leur dire tu vois, tu y arrives, c'est super. Et c'est comme ça en fait qu'ils se rendent compte qu'en fait ils y arrivent et puis ça devient un cercle vertueux où ils se disent en fait je suis capable de tout. Et Des fois, juste une personne qui a confiance en l'élève peut changer complètement. Exactement ça, ouais. Exactement, Donc, c'est ça. On peut dire que 90% de notre méthode, c'est la confiance en soi. Le Ouais. but dans un cours, c'est de donner un maximum confiance à tout le monde. Avec la confiance, tu peux tout faire. Si tu as confiance en toi, tu sais qu'avec un peu de travail, tu vas réussir. C'est ça qu'on essaie de faire en fait. Avec Exactement. notre expérience, on s'est rendu compte qu'avec tous les élèves qu'on a, la chose qui marchait le plus avec tout le monde, c'était revaloriser l'élève, donner confiance en l'élève, et c'est archi puissant.
C'est vraiment super puissant. Et donc vous pensez que dans l'éducation traditionnelle, par exemple à l'école normale, ils n'ont pas forcément ce soutien pour avoir confiance en eux? Oui, en fait, alors on blâme pas du tout l'éducation nationale. C'est compliqué pour un prof de donner la confiance nécessaire à 30 élèves. C'est compliqué, il faut faire avec les moyens du bord. Mais voilà, étant donné qu'il n'y a pas le temps, ils sont plus focalisés sur les connaissances scientifiques ou les connaissances tout simplement scolaires. Et donc le travail psychologique, il est un peu manquant. Et donc nous, on essaye d'apporter ce plus-là. Voilà, c'est ça exactement. Ok, très bien. En fait, on dit toujours on n'est pas anti-éducation nationale, on est complémentaire. On est vraiment complémentaire. C'est-à-dire que là où il y a des lacunes, là où il y a des trous ou des manquements, on va venir combler. Et notamment l'aspect humain, développement personnel de l'élève. Ok. Et donc quel profil d'élève en fait vous avez? Après, Je te laisse répondre. Alors, les profils d'élèves. Alors, profil d'élèves qu'on a, ça va être depuis les 9 ans là, d'expérience qu'on a, on a pu catégoriser les élèves. Donc, le but, c'est pas de les mettre dans des moules, hein, Bien mais sûr. c'est juste d'apporter une solution qui soit personnalisée, justement. Et en fait, on a pu identifier quatre principales catégories. Et en fait, la première catégorie, c'est celle où se trouvent les 80% des élèves, en tout cas de nos élèves. C'est-à-dire que cette année, on avait 120 inscrits. Je peux affirmer que quasiment 80% étaient dans cette première catégorie-là. Et cette première catégorie, en fait, c'est simplement des élèves qui n'ont aucun problème, en fait, qui n'ont pas de retard mental, qui ont toutes les capacités intellectuelles pour exceller, qui ont tout pour y arriver en maths. Je vais parler des maths, qui est mon domaine principal, qui ont vraiment toutes les capacités. Ce qui va leur manquer, c'est ce manque de confiance, en fait, parce qu'ils ont été conditionnés. Parce que depuis qu'ils sont tout petits, ils entendent les maths, c'est pour les intellos, les maths, c'est pour les ingénieurs, les maths, c'est pour... Puis même auprès des parents, hein, on entend ça. Donc ça va être des élèves qui ont été conditionnés à ça, qui ont mis entre eux et les maths une barrière. Et nous, on est là pour casser la barrière. d'accord. Et en fait, une fois qu'on l'a cassée, c'est bon, on passe de 9 à 16 de moyenne. En une seule année. Hein. On a des élèves, ils sont passés de 6 à 16, de 9 à 15. Et c'est là, en fait, c'est là qu'on se rend compte que c'était ça le truc qui manquait, en fait. Et beaucoup de parents sont conscients de ça. Ils viennent nous voir et nous disent, je sais que mon enfant, il a les capacités, il peut faire. Mais il n'y arrive pas, je comprends pas, ses notes, je comprends pas et tout. Bah, c'est là qu'on arrive à jouer. Après, si je parle des autres catégories, on va dire les autres 20%, ça va être soit des élèves qui, pour X ou Y raison, pour des raisons personnelles ou médicales, etc., ont vraiment pris du retard, où il y a eu un décrochage scolaire des fois, ont vraiment pris du retard pendant leurs années de scolarité. Et donc, avec eux, ça va être un gros travail. Ça va prendre beaucoup de temps pour voir des résultats parce qu'il va falloir non seulement les accompagner sur leur cursus actuel, mais leur donner tout le manque qu'ils ont accumulé depuis les derniers mois, voire dernières années. Ça, c'est, on va dire, la deuxième catégorie d'élèves. La troisième catégorie d'élèves, ça va être, et c'est très rare, vraiment, c'est très rare, malheureusement, au sein de l'éducation nationale, il y en a beaucoup qui sont affectés à cette catégorie-là et qui ne le sont pas du tout. Cette catégorie, ça va être des personnes qui n'ont vraiment pas les capacités intellectuelles pour exceller dans une filière générale. D'accord. Et donc, avec eux, et encore une fois, c'est très rare, on discute beaucoup avec les parents pour réorienter, parce que ça ne veut pas dire échec scolaire, ça veut juste dire qu'il faut trouver la bonne filière pour eux, là où ils vont exceller, en fait. C'est pas forcément une filière générale. D'accord. Voilà. Très bien. Et j'imagine donc que la plupart des élèves, en fait, ce sont les parents qui les inscrivent. Ou est-ce que vous avez des élèves qui s'inscrivent d'eux-mêmes Au début, on va dire que la majorité, c'était les parents qui prenaient l'initiative de les inscrire. Après, nous, on essaye de satisfaire les parents avec les notes, mais aussi l'élève. Et à la deuxième année, par exemple, maintenant, on sait que la quasi-totalité des élèves, c'est eux qui ont donné leur accord à leurs parents pour s'inscrire. Donc, ils ont vraiment la volonté de venir s'inscrire, les élèves. Donc, ça vient des deux, en fait. Et à les terminales qui sont Ah oui, et les volontaires. terminales, hein, j'en parle même pas. Les terminales, eux, ils ont la pression pour le bac. Ils ont besoin de ce soutien. Ouais, ils ont besoin. Eux, par contre, ils prennent l'initiative eux-mêmes. C'est Ok. des grands garçons. On a même des élèves qui payent Ouais. leurs cours Ok. eux-mêmes, avec leur job Ouais. étudiant. Donc ils terminale. sentent vraiment le Ah ouais. besoin d'avoir un soutien. Et donc, Mm. c'est excellent. Et s'il y avait, par exemple, un élève qui vous a marqué, ça serait lequel? Alors moi, personnellement, j'ai une élève qui m'a marqué par sa progression fulgurante. En fait, et c'est la preuve, encore une fois, elle, c'est la preuve que le travail paye, en fait. Sa maman m'a appelé me disant ma fille passe son bac dans 3 mois
et elle est quasiment dans la merde. Elle a 6 de moyenne ou 5, c'était catastrophique en maths. Et il fallait absolument qu'elle progresse pour qu'elle puisse avoir son bac. On a bossé un rythme de 2 heures par semaine. Et en 2 mois, elle a fini à 15 de moyenne au bac. Donc franchement, j'étais super content. C'est une satisfaction personnelle. Et ça m'a fait plaisir parce que je sais qu'elle, il y a un avant-après. Je sais qu'à partir de ce moment-là, elle s'est dit, ouais, les maths, en fait, bah, c'est pour moi aussi. C'est pas que pour les autres. C'est clair. Le plus important dans le soutien scolaire, c'est le travail personnel. Ça veut dire que nous, on va apporter quelque chose pendant ces 2 heures-là. Mais les heures qui vont être le plus productives, ça va être quand l'élève va être tout seul chez lui en train de réviser. Ouais. Et donc, c'est ces moments-là qui sont hyper importants pour travailler, pour se rendre compte de là où il y a les problèmes. Mettre une croix, par exemple, là où on n'a pas compris. Et pendant les 2 heures, quand on travaille comme ça, quand on est bien minutieux, les 2 heures-là, elles paraissent énormes, en fait. Parce que pendant ces 2 heures-là, on va pointer là où ça ne va pas, et elles vont être super productives, en fait. Donc 2 heures, je trouve que c'est un rythme parfait. D'accord. Très bien. Et donc, au niveau des activités donc extrascolaires donc, que les élèves ont, est-ce que leur apporter un soutien scolaire avec un programme scolaire déjà chargé, ça peut ne pas être beaucoup, ou est-ce qu'ils arrivent à bien faire l'équilibre? Ouais, la plupart des élèves, ils arrivent à trouver, à jongler, sachant qu'encore une fois, voilà, on a misé sur 2 heures. Pourquoi? Parce que c'était le juste milieu. C'est ni trop ni pas assez. Et ça leur permet d'avoir une vie extrascolaire en dehors de ça, etc. Après, j'insiste beaucoup sur ça auprès des parents. On n'est pas un centre d'aide aux devoirs. C'est-à-dire qu'on ne vient pas chez nous pour faire ses devoirs. Les Bien devoirs, sûr. ils sont censés être faits seuls, à la maison. Et comme vient de dire Bilal, en fait, quand ils viennent chez nous, il faut que déjà, ils sachent, pour les plus grands, on va dire, ils sachent déjà où est-ce qu'ils ont des difficultés pour qu'on les revoie ensemble et que les 2 heures, elles soient optimisées. D'accord. Ouais. Bon, mieux optimiser ça. Et puis, on a même un élève qui est en centre de formation de football. Donc, Ouais, il y arrive. franchement, il y a le temps, il y arrive. Il n'y a pas de problème du côté de D'ailleurs, ce point de si vue-là, j'avais ouais. répondu à la question, l'élève qui m'a le plus marqué, Ouais, Ah. ça aurait été lui. Ah oui. Ouais, parce que lui, pour le coup, sa maman, elle était venue me voir, elle était désespérée. Pour vous dire, elle avait même, elle avait eu les larmes aux yeux en parlant de son fils à l'inscription. Elle était désespérée parce qu'en fait, ça va paraître bizarre, mais son fils, il est haut potentiel. C'est-à-dire qu'il est, on peut dire surdoué, c'est ce qu'on disait avant. Donc on pourrait croire qu'il n'a pas besoin de soutien scolaire. Mais en fait, le problème, c'est que les hauts potentiels, ils ont déjà une hypersensibilité. Et très souvent, en classe, ça va être « Ah ben non, toi, réponds pas, tu connais déjà la réponse. » Et du coup, très vite, ils vont décrocher. Parce que voilà, on les valorise pas. On leur dit pas, bah si, continue. Et puis, on les stimule pas à aller plus loin, à les faire se surpasser, en fait. Donc lui, il avait décroché en maths. Il avait une moyenne qui était... il me semble qu'il était à 6 ou 7 de mémoire. Il est venu, il n'aimait plus du tout les mathématiques. Il avait complètement décroché avec la matière. Il est venu, il a fait un cours avec Bilal. Le soir, la maman, elle m'appelle. Elle m'a dit, mais c'est la première fois qu'il me parle des maths comme ça. Et là, ça fait 2 ans qu'il est avec nous. Et d'ailleurs, il est en formation, en centre de formation pour devenir footballeur. Il avait du mal à décrocher des gros clubs parce qu'il avait parce qu'il regarde en fait les clubs, il regarde les notes, etc. Et il avait pas d'assez bonnes notes en maths. Et là, il a quoi? Il a 13. Il n'a pas eu une évolution. On a eu des évolutions plus que ça. Mais lui, en fait, l'évolution psychologique, elle a été forte. C'est pour ça qu'il m'a marqué. Parce que maintenant, il vient, il est super content de venir. Même dans d'autres matières que les maths, il a eu des évolutions. Et il a décroché. Maintenant, il a signé au PSG. Il est super content. Donc, lui, c'est lui qui m'a marqué. Si je devais en choisir un, c'est lui qui m'a marqué. Très bien, excellent. Ouais. Et donc, vous avez 120 élèves, si je comprends bien. Cette année, ouais. Comment se passe l'organisation, en fait? Vous avez des professeurs qui travaillent Ouais. pour vous, qui vous accompagnent? On a une équipe de profs. On était 10 profs. Enfin, une équipe de 10 profs cette année. Ouais, 10 profs. Ouais, et donc, en fait, chaque prof a son groupe. C'est des groupes qui ne dépassent pas 4 élèves par niveau, toujours de même niveau. Donc, il me semble que cette année, on avait à peu près une 40aine de groupes, toutes matières confondues, maths, physique, chimie, anglais. Et voilà, on a notre planning, le planning pour les profs. Et voilà, c'est une organisation, on va dire, un peu comme à l'école, comme l'emploi du temps du collège ou du lycée. Et sur quels critères vous vous basez pour justement recruter vos professeurs? Est-ce qu'ils sont auto-entrepreneurs aussi à côté? Est-ce qu'ils sont... Alors, du côté administratif, je vais laisser Inès parler, mais pour le recrutement de nos élèves, de nos professeurs, pardon, alors on est très sélectif du côté de l'état d'esprit des profs. Nous,
Déjà, on ne parle même pas du fait qu'un professeur doit avoir les connaissances scientifiques pour enseigner, ça c'est sûr. Donc il y a des petits tests, on s'en rencontre très rapidement, on leur fait faire euh, des cours tests, 2 heures de cours, et nous on est là, on est présent, on regarde comment ça fonctionne. Mais avant de leur donner cette opportunité, on s'assure de leur état d'esprit. Parce que nous, on veut quelqu'un qui est capable de partager, quelqu'un qui est capable de donner, qui aime ce qu'il fait, qui est fédérateur, qui sait faire le lien entre les élèves. Parce qu'on demande aussi parfois des petites techniques pour enseigner. Des fois, on demande à un élève de faire des explications, de faire un cours pendant 5 minutes, c'est à lui de faire. Parce que pour nous, c'est la preuve qu'il a compris, en fait. Ouais. Savoir expliquer, c'est que tu as compris. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est que le professeur soit capable de partager. Vraiment, ça, c'est super important, de donner confiance. Et ça, c'est un état d'esprit. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle aussi on choisit des jeunes. Parce qu'on veut que nos élèves se projettent. En fait, voient en la personne quelqu'un à peu près du même profil, peut-être du même milieu social. Savoir que ce gars-là, il a réussi alors qu'il vient de tel milieu social, c'est encourageant. Donc nous, on regarde un peu tout ça. Et C'est pas que... pour les étudiants, Ouais. par les étudiants. Ouais. C'est ça. Ok. Pas que les compétences genre pédagogiques ou savoir... si pédagogique, c'est très important, mais je veux dire, pas uniquement les connaissances. Les connaissances, en fait, c'est une base. Contrairement à d'autres entreprises qui s'occupent juste de... Qui regardent que ça, en fait. Ouais, qui regardent Pour que nous, ça. pour nous on n'en parle même pas tellement, c'est évident, en fait. Il faut que tu aies les connaissances pour pouvoir enseigner. Mais ce qui est plus important, ça va être l'au-delà. Est-ce que tu sais partager? Est-ce que tu sais transmettre? Est-ce que tu sais avoir un lien avec les élèves, etc. D'accord, très bien. Et donc, le confinement, c'était une période très compliquée pour les élèves, pour les professeurs. Comment est-ce que vous vous êtes adaptés? Alors, étant donné que on n'avait pas accès à nos locaux, bah, il a fallu s'adapter. On a travaillé principalement avec des outils numériques comme Zoom, Discord, je crois. Ouais, Discord, On a laissé le choix à WhatsApp. nos professeurs d'utiliser ce qui les arrangeait le plus, ce qui était le plus efficace pour eux. Donc ça, c'est techniquement. Après, il a fallu qu'on soit beaucoup plus présent, donc toujours joignable, toujours, que ce soit pour les parents ou les élèves s'il y avait besoin. Il y avait beaucoup plus de suivi et ça s'est très bien passé. Bon, après, au bout de 6 mois, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué, mais malheureusement, ça a duré que 2 mois, 2 mois et Ouais. demi. Donc on a bien géré, ça s'est très bien passé. Ouais. Est-ce que vous pensez, par exemple, que certains élèves ont décroché ou ils sont restés quand même concentrés malgré Non, le il confinement? y a eu du décrochage. Il y a eu un petit peu de Il y a eu du décrochage sur décrochage. la fin. Ouais. C'est pour ça que Franchement, on a tout fait pour mettre en place un système où on était là pour eux, on communiquait encore plus qu'avant, on essayait même de sensibiliser les parents au décrochage scolaire, d'inciter les parents à être derrière eux, même pour les plus grands, même pour les premières et les terminales. Malheureusement, il y a eu du décrochage, surtout chez les lycéens, parce que voilà, on se met à leur place, on les comprend. Franchement, on aurait été à leur place. On te dit ça y est, c'est la fin de l'année, bah c'est bon, t'es en vacances, tu te sens en C'est clair. vacances. Voilà. Donc là, ça va être une rentrée septembre très importante, Ouais. charnière. Mm. Est-ce que vous avez plus ou moins d'inscrits? Est-ce que forcément les élèves ont décroché, ils n'y pensent plus forcément au soutien scolaire ou est-ce qu'ils ont quand même renouvelé leur année avec vous? Pour le moment, déjà, tous ceux qui étaient déjà inscrits, mis à part les terminales qui, du coup, ont eu leur bac et ne seront plus Ok, avec nous, ouais. quasiment tout le monde va se réinscrire, ça c'est sûr. Et je pense d'ailleurs que ça va être une rentrée où il y aura de la demande, je pense. En général, les parents ils s'occupent de l'inscription la première semaine de septembre, donc on va voir, là c'est le lancement, en plus on vient de sortir notre site. Il y a beaucoup de nouveautés là qui vont arriver. Je pense qu'il y aura une grosse demande, je pense. D'accord, très bien. Et donc, à quel moment, en fait, vous vous êtes dit, là c'est un peu plus personnel, mais je suis légitime pour enseigner? Je sais que vous avez cette discussion au McDo, mais donc, individuellement, à quel moment vous vous êtes dit, voilà, est-ce que c'est fait ensemble ou est-ce que c'est chacun de votre côté? Vous êtes de nature à aimer enseigner? Comment c'est? Alors moi personnellement, je me suis jamais dit je suis maintenant légitime à enseigner. Je sais juste que lorsque j'ai donné cours, ça a marché. Les parents étaient très contents, les élèves aussi. Du coup, moi personnellement, bah, c'est arrivé avec le temps. Je me suis dit, bah, j'enseigne, j'aime ça. Les parents et les élèves sont satisfaits, donc je continue tout simplement. Ça, c'est d'un point de vue personnel. Maintenant, Inès, c'est peut-être pour d'autres raisons. Après, il y a le fait
d'avoir établi une méthode quasiment unique d'enseignement qui a vraiment fonctionné à grande échelle, entre guillemets, plutôt moyenne échelle, puisqu'on a quand même une centaine d'élèves, pas des milliers. Mais le fait que ça fonctionne à cette échelle-là, bah, on se dit que voilà, on doit continuer, on peut donner cours, on est légitime. Ouais. Et donc, en parallèle, donc, vous exercez le métier d'ingénieur, Mm. c'est ça? Et donc, comment vous organisez votre semaine? Comment ça se passe? Alors, c'est pas compliqué. Les cours, c'est toujours à partir de 18h, 18-20h. J'ai, moi, quelques heures dans la semaine, pas grand-chose. C'est plutôt le samedi que je donne cours. Euh, et puis, mes horaires en tant qu'ingénieur, c'est plus du, je sais pas moi, 9h, 17h, quelque chose comme ça. Donc, j'arrive très bien à concilier les deux. Sachant que, en fait, facilement. Bilal, il s'occupe que de donner cours. Ouais. Ok, Et il s'occupe pas de la partie administrative, inscription, gestion du planning des profs, ça c'est plutôt moi. Mm. d'accord. Et en fait, moi, c'est vrai que j'étais ingénieure chez Dassault Systèmes. Et la première année, la première année de lancement en 2018, j'avais concilié les deux. Donc je m'étais dit, je me laisse un an pour concilier les deux et voir ce que ça donne au bout d'un an. On s'était dit, au bout d'un an, on fait le point. Est-ce qu'on se lance vraiment et on continue parce qu'il y a de la demande et on voit que ça marche, ou on arrête tout et on reste ingénieurs tous les deux. Au bout d'un an, il s'est avéré que vraiment il y avait de la demande, ça marchait, ça nous plaisait, on voulait vraiment se lancer dans ça. Donc j'ai quitté Dassault Systèmes du coup il y a un an. Il y a un an tout pile, en juillet 2019. Et là, ça fait un an que je me consacre pleinement à l'excellence soutien scolaire. Et donc, en fait, ça va être moi la partie gestion administrative, inscription, marketing, etc. Et Bilal qui fait partie de l'équipe de profs en fait. Et lui, il est un peu leader de l'équipe de profs. C'est-à-dire que c'est lui qui va des fois donner des petites sessions de formation parce qu'on transmet notre méthode. Et c'est lui qui va faire le point régulier avec les profs, etc. Donc voilà, c'est une gestion répartition des tâches. Complémentaire. Très bien. Comment vous êtes arrivé à développer votre notoriété, donc en tant que professeur, pour justement attirer tant de clients? Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est du bouche à oreille. Mm. En fait, chacun de nous a été professeur particulier dans son coin quand on était étudiant. Et on avait notre petit groupe de clients qui étaient satisfaits, qui nous appelaient régulièrement et tout. Vous savez, un client satisfait, c'est forcément derrière des autres qui vont venir vers vous. Donc, on a commencé comme ça. Et puis, quand on a ouvert notre centre, on avait déjà un petit paquet de clients en fait, qui venaient de chacun personnellement. Et donc, c'est comme ça que la notoriété est arrivée. Et puis là, on essaie de la développer, bien sûr, c'est jamais assez. Notre objectif, c'est vraiment d'être leader dans notre coin sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc, au-delà de l'aspect pédagogique, il y a vraiment une volonté de partager des valeurs. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler des valeurs que vous transmettez à vos élèves? Parler beaucoup de développement personnel, de confiance en soi. C'est ça. Sur quoi ça se base? Alors, ce sur quoi on joue beaucoup, et c'est la raison pour laquelle notre méthode, elle fonctionne en groupe. Comme j'ai dit, on donne des cours par groupe de 4. On ne dépasse pas 4 parce que ça doit rester un petit peu individuel, mais quand même, l'esprit de groupe, il est important parce que c'est comme ça qu'on va transmettre des valeurs de partage. Des valeurs de partage, des valeurs de transmission, d'expliquer que la réussite, c'est pas en écrasant les autres. La réussite, c'est en avançant ensemble. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Bilal, il parlait du fait que les élèves, ils s'enseignent entre eux, en fait. On va dire, bah, toi, tu as compris, bah, vas-y, explique à ton camarade. Et c'est ça qu'on essaye beaucoup de mettre en avant parce que de toute façon, dans la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux y arriver, il ne faut pas que tu écrases les autres. Il faut que tu essayes justement au contraire d'aider le plus possible autour de toi. Donc c'est ça qu'on essaye de transmettre à travers notre méthode d'enseignement. Et il y a évidemment aussi les valeurs, parce qu'on parle de partage, c'est pas un partage sélectif, c'est un partage avec tous. Donc il y a les valeurs de la diversité, donc de l'acceptation, du vivre ensemble, etc. Tout ça, c'est ce sur quoi on joue énormément aussi. Quelle est votre vision pour Excellence Soutien Scolaire? Tu m'as parlé de devenir le numéro 1 dans le Saint-Quentin secteur. en Yvelines. Quelle Ça, est la c'est un petit vision objectif. C'est un Ouais, petit à objectif. court terme. À court terme. À court terme, commencer par vraiment être le vrai leader dans le coin. Et puis, on a l'ambition d'ouvrir D'autres centres. dans les 2-3 ans d'autres centres partout en France. Mm. Et sachant qu'on a déjà commencé à viser la France entière avec des formations en ligne. Donc, Ouais. une première formation avec le nouveau programme, parce qu'ils ont changé le programme là très récemment. Donc, avec le nouveau programme qui vise première terminale. Une formation objectif bac en Ouais. maths qui va sortir à la rentrée en Ouais. ligne.
Et du D'accord. coup, qui ciblera toute la France. Voilà. Ok, excellent. Est-ce que vous avez peut-être pas l'ambition dans ce cas d'ouvrir votre propre école au bout d'un moment ou vous dites juste le soutien scolaire Pas forcément une Mm. école. Pas forcément une école. Par contre, on a des... parce qu'une école, pour nous, il y a l'éducation nationale qui est là pour faire son job. Mm. Nous, on est là en complémentarité. Par contre, on a pensé à fournir des services pour les élèves qui seraient déscolarisés ou qui suivraient l'école à la maison et donc qui auraient besoin d'un peu plus que du soutien scolaire de 2 heures par semaine, qui auraient besoin d'un soutien un peu plus soutenu. Donc ça, oui, on l'envisage. Mais nous, on va beaucoup tabler sur tout ce qui est autour de l'éducation nationale, des formations, des stages découvertes. Des stages découvertes dès le collège avec initiation à la programmation informatique, initiation au marketing, initiation au métier de la biologie, pour leur faire découvrir en fait les métiers d'aujourd'hui et les aider dans leur orientation parce que on trouve également que c'est ce qui manque beaucoup au sein de l'éducation nationale. Tout ce qui est relatif à l'orientation, il n'y a pas beaucoup d'informations. Nous-mêmes, quand on était au lycée, on ne savait pas vraiment ce qui existait, même en licence. Donc, on va essayer de leur faire découvrir tout ça à travers des stages pendant les vacances scolaires. Pareil pour les langues, développer les langues. L'anglais notamment, qui est pas bien développé. En France, on est un pays où l'anglais n'est vraiment pas bien développé par rapport aux autres pays, puis d'autres langues encore. Donc voilà, on va essayer de rester dans la complémentarité avec l'éducation nationale, de ne pas les remplacer, mais d'être D'accord. toujours là en complément. Donc avec l'évolution aujourd'hui du numérique, est-ce que vous pensez qu'il y a des métiers émergents vers lesquels les jeunes pourront se diriger, qui n'existent pas forcément aujourd'hui, mais plus tard? Ou peut-être en place aujourd'hui? Il y a des métiers qui se mettent en place aujourd'hui, qui deviennent très connus, tout ce qui est relatif aux réseaux sociaux. Moi, je pense beaucoup qui se met beaucoup en place depuis 3, 4, 5 ans, je dirais, c'est tout ce qui est relatif à la data science, au big data, enfin tout ce qui est données en fait, données de masse, parce que là on est on vit on vit dans une génération où il y a énormément de données. On a des données à tout va, et donc il faut savoir les analyser et les étudier ces données-là. Donc ça va être les métiers prometteurs, on va dire. Et pour gérer ces métiers-là, il faut être compétent en maths, en informatique, en programmation, en algorithmique, etc. Donc, je pense que les matières qu'on enseignait il y a quelques années sont toujours vraies, sont toujours nécessaires. Il ne faut pas oublier que de toute façon, c'est pas tout qui va nous servir dans notre métier. On le sait. C'est pas tout qui va nous servir dans notre vie de tous les jours et dans notre métier plus tard. Mais l'école, ça nous apprend à apprendre. C'est ça qui est important. Ça nous apprend à acquérir de nouvelles compétences. Donc même si la compétence en soi ne va pas nous servir, on sait comment l'acquérir et on sait comment s'adapter. On sait comment apprendre. Et c'est ça qui va être important plus tard. D'accord, très bien. Et je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec La Source, mais c'est un média vraiment axé sur l'entrepreneuriat. Oui. Donc vous êtes vraiment, vous, deux entrepreneurs accomplis. Est-ce que vous pouvez me donner un peu votre définition de l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers l'entrepreneuriat? Je pense que c'est une question plus pour moi. Commence. Alors, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est pour moi l'entrepreneuriat? C'est vraiment avoir ciblé, et c'est ce que j'aimerais amener les élèves... j'aimerais amener les élèves vers ça. Cibler ce qu'on aime faire, et y aller à fond. C'est ça l'entrepreneuriat. Je dis pas que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde, c'est pas forcément le kiff de tout le monde d'entreprendre. En tout cas, c'est vraiment cibler le domaine qui nous intéresse. Et quand on a cet esprit-là de faire de nouveaux projets, développer un nouveau concept, un nouveau projet et être leader dans ça, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est exactement ça, c'est être leader et accomplir les projets qu'on a en tête de A à Z et mener une équipe et puis aller au bout en fait, vraiment aller au bout parce que en comparaison, j'ai déjà été salariée au sein d'un grand groupe et je sais que très rapidement on peut être bridé, on peut être stoppé dans notre élan, même si on sait que ça va marcher, on est persuadé qu'on a une bonne idée qui pourrait servir au groupe, on est très souvent bridé. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde de l'entrepreneuriat quand on est à son propre compte. Et il est là le plaisir, en fait. Il est vraiment là le plaisir. Un conseil aux jeunes, moi je dirais même principalement aux jeunes
des milieux défavorisés, parce qu'on sait tous que, bon, on les appelle défavorisés parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que tout le monde. Mais ils peuvent avoir quelque chose de plus que les autres, c'est une force. Il, il leur faut, en fait, tout simplement la confiance dont ils manquent. Il faut que, la première chose qu'a dit Inès, c'est super important, c'est aimer quelque chose. On ne peut pas entreprendre dans n'importe quoi. Entreprendre juste pour de l'argent aussi, c'est mort. C'est pas possible. Il faut aimer ce qu'on fait. Donc aimer quelque chose. Et puis mettre toute son énergie pour le faire et surtout avoir confiance. Ne pas se dire les autres ont réussi, moi mes parents c'est des ouvriers, je peux pas réussir. C'est mort, ça c'est pas comme ça qu'il faut penser. Tout le monde peut réussir et en fait on est juste conditionné. En fait, je pense que on vit dans un monde capitaliste. Ce qui arrange les plus riches, c'est pas d'être entrepreneur, c'est d'être salarié, de servir les autres. Et en fait, on nous enlève cette confiance et cette force. Et je pense que les personnes des milieux défavorisés, justement, ont une force que les autres n'ont pas. Il faut juste que ils, ils entreprennent, ils fassent l'effort de commencer les choses et d'y aller à fond. Et en fait, les premiers succès vont en entraîner des autres. Et en fait, c'est juste ça qu'il leur faut, des petits succès, en fait. L'envie d'entreprendre, l'envie aimer un domaine particulier, ne pas entreprendre que pour l'argent, c'est sûr. Il faut même que ce soit une raison minime pour moi. Et puis, faire tout pour réussir. Et la personne qui fait tout pour réussir, réussira, j'en ai aucun doute. D'accord. Donc, en fait, tu parles du cumul des petits succès. Mm. Et est-ce qu'il y a, vous pensez, une recette dans l'entrepreneuriat, réussir? Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre, justement ou Moi, il y a un seul truc que je donnerais comme conseil. Il ne faut pas se lancer si tu n'es pas sûr à 100% de la réussite de ton projet. Mais vraiment. Même si autour de toi, on te dit « ouais, non, ça va pas marcher ». Non, toi, il faut que tu sois convaincu et que tu réussiras à 100%. Vraiment, il faut que tu sois convaincu au fond de toi que ça va marcher. Après, il n'y a pas vraiment... Mais comment on y a peut pas être sûr à 100%? C'est-à-dire c'est une confiance C'est une en confiance. soi ou confiance par rapport au fait du C'est une projet? confiance au produit ou au service que tu vends, en fait. Et c'est pas une certitude. C'est juste avoir confiance en ce qu'on fait. Voilà. La certitude n'existe pas, la recette n'existait pas. Sinon, tous ceux qui voudraient être entrepreneurs réussiront. C'est mort. En fait, il faut juste avoir la grande confiance et faire. Quand on fait avec confiance, avec envie, il n'y a aucune raison de ne pas réussir. Je pense ça. Alors nous, on n'estime pas du tout avoir réussi. Non. C'est juste les conseils que on pense est qu'au être début. juste. Mais par exemple, si on prend l'exemple de l'excellence soutien scolaire, moi j'ai de grandes ambitions pour ça. Mais j'ai tellement confiance et j'ai tellement, j'y crois tellement que si au final on n'a pas réussi, je saurais pertinemment que c'est une erreur de notre part. Parce qu'en soi, le projet il est là. Le projet il a du potentiel. Et donc une fois qu'on a cette logique-là, il n'y a pas de raison de ne pas se relever à chaque échec. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qu'on a mal fait. Il faut chercher quoi? Il faut le corriger. Jusqu'à y arriver. Vous avez dû connaître beaucoup d'échecs, donc. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques échecs que vous avez vécus ou... On est encore qu'au commencement, donc on n'a pas eu énormément d'échecs. On en a eu D'accord. quelques-uns. Je peux parler d'un exemple. Moi, je l'ai considéré comme un échec. On avait lancé l'année dernière un stage d'initiation à la programmation informatique pour les vacances de Toussaint. Je suis sûre que, par exemple, ça avait du potentiel. D'ailleurs, je le referai l'année prochaine. Je le relancerai. On a eu 0 inscrits. Je l'ai vécu comme un échec. Mais je sais que c'était ma faute, en fait. Je sais que j'ai mal lancé le projet. Je l'ai mal annoncé. Je l'ai annoncé trop tard. C'était pas à la bonne période. C'était un coup pour les parents, je sais, parce que le stage, il était payant. Et c'était tombé pile, c'est un exemple concret là, c'était tombé pile avec le prélèvement des impôts. Et ça, c'est une charge pour les familles. Il faut le prendre en compte. Je ne l'avais pas pris en compte, c'était une erreur. Mais en soi, j'y crois toujours à ce projet-là, ce petit projet de stage initiation à l'informatique. J'y crois, je sais qu'il a du potentiel, je sais que ça peut marcher, mais j'ai fait une erreur. Donc ce projet reverra certainement le Voilà, jour, voilà, plus exactement. adapté. Plus adapté, mieux annoncé, plus visible, avec un meilleur marketing. Voilà. D'accord, merci. Et donc vous êtes aussi un jeune couple, vous travaillez ensemble.
Et c'est un plaisir de voir ça. Est-ce que vous pouvez nous parler forcément ou donner des conseils aux jeunes couples qui veulent forcément travailler ensemble? Souvent, beaucoup de personnes vont déconseiller ou vont conseiller. Votre point de vue sur ça? Bah, en fait, nous, c'est particulier parce que je pense c'est peut-être pas tous les couples, donc je sais pas si ça peut être pertinent ce que je vais dire, mais on s'est connus au lycée et on a fait nos études ensemble. Du coup, nous, au lycée, déjà, on faisait nos TP ensemble en En chimie, quelque sorte, on voilà. travaillait déjà ensemble. On travaillait déjà ensemble depuis le début. Donc voilà, on a grandi comme ça et puis on a grandi ensemble. On s'est connus jeunes. Donc Ça s'est fait voilà, naturellement. ça s'est fait naturellement. Après, il y a quand même une capacité qui est demandée, je pense, dans ce genre de configuration, c'est faire la part des choses. Parce que des fois, on n'est pas d'accord sur un truc qui concerne l'excellence soutien scolaire, mais quand on rentre à la maison, bah, faut savoir se Ouais, dire, c'est à faut côté, savoir c'est autre chose. départager. Ouais. C'est difficile, c'est pas Mm. facile. C'est pour ça que je parle de capacité. Nous, on essaie. Des fois, peut-être que des fois, on réussit pas trop, Mm. mais c'est ce qu'il faut faire en tout cas. Faut pas se mettre des bâtons dans les roues. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut vous suivre? Alors Facebook, Excellence Soutien Scolaire, Instagram, Excellence Soutien Scolaire, tout attaché. Et puis il y a évidemment notre site qui est en ligne, sur lequel vous pouvez vous inscrire directement, excellencesoutienscolaire.com. D'accord. Voilà. Bah écoutez, Bilal et Inès, c'était un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. On a eu un excellent moment. J'espère que vous l'avez eu aussi. Plaisir partagé. Plaisir partagé, ouais, merci beaucoup. Et on vous souhaite tout le meilleur. Donc bonne rentrée à vous avec excellent soutien scolaire. Et donc à très bientôt, je l'espère. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Ouais. À bientôt.